députée européenne. Je ne sais pas si vous êtes là avec nous, madame. Oui, oui. Bonjour. Voilà, la parole est à vous. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Effectivement, donc, je suis députée européenne. Je crois que c'est toujours important de dire d'où on parle. Bon, je suis députée européenne et je réside actuellement en grande partie en Belgique parce que j'ai des enfants petits, mais sinon, normalement, mon lieu de vie, c'est Saint-Hilaire-du-Touvet, le plateau des Petites Roches entre Grenoble et Chambéry. J'ai fait mes études d'ailleurs à Sciences Po Grenoble. J'ai été avant élue à Grenoble, élue régionale, Rhône-Alpes. Et puis, je suis ici membre de plusieurs commissions, notamment de la commission Libé, Liberté, Justice, Démocratie, sécurité, migration, etc. La commission FEM, égalité des genres, droits des femmes, et la commission AFCO, affaires constitutionnelles. Voilà. Et pour dire d'où je parle, parce que je pense que c'est quand même important, d'abord, je suis peut-être encore plus pro-européenne que ne l'est mon parti en général. Je me définirais même s'il le fallait en tant que fédéraliste. Je pense que c'est important de le dire à ce niveau-là, comme ça on sait. Voilà. Et je suis aussi particulièrement concernée et taraudée par les questions de droit et de démocratie, puisque c'est les sujets majeurs sur lesquels je travaille, et notamment, je suis rapporteure du Parlement sur la situation en Hongrie. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre le Conseil, c'est-à-dire les autres États membres, d'agir par rapport à la Hongrie dans une situation diplomatique compliquée qui est celle de l'Union européenne et du Conseil, où on fait des alliances sur un sujet un jour, on en fait d'autres sur une autre, et c'est parfois difficile d'avoir une constance. Je vais reprendre par rapport à quelque chose qui a été dit par la précédente intervenante, Mme Bello, parce que c'était intéressant que vous citiez le Danemark en disant « je dirais peut-être que c'est difficile ». Eh bien, pour moi, c'est pas difficile le Danemark. C'est un de mes alliés principaux parce que, et je suis pas étonnée du coup de vos chiffres par rapport au Danemark, parce que le Danemark, il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes. C'est d'abord que c'est un de ces pays, les questions de valeur, les questions d'état de droit, de liberté, de démocratie sont un préalable. Et à partir de là, on peut construire d'autres choses, mais pour eux, là-dessus, ils ne transigent pas, même en étant petit pays, même en étant parfois en difficulté, même en ne gagnant pas toujours ce qu'ils veulent par ailleurs. Comme la Finlande, comme les Pays-Bas, ils vont en faire un préalable. Et on va être en désaccord sur d'autres sujets, mais c'est ces États-là qui ne feront pas d'alliance avec même un gros pays en cas de difficulté sur ces questions-là. C'est aussi un État où la question européenne se débat, et se débat depuis longtemps, parce qu'effectivement, au début, il y avait du refus. Aux Pays-Bas, ça se débat aussi beaucoup. La France est un pays où l'Union européenne ne se débat pas assez dans la vie régulière démocratique. Elle se débat à des échéances compliquées, dans des moments de tension et de polarisation, ce qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Et puis, le Danemark, c'est aussi une société j'ai envie de dire, de grande maturation. Voilà, on peut critiquer plein de choses, mais ça n'empêche que ces sociétés-là, c'est aussi des sociétés où on est dans des rapports, des pouvoirs moins ascendants-descendants, où on est dans une capacité à admettre la critique de l'autre, des systèmes parlementaires qui fonctionnent bien. Je crois que ça a beaucoup d'incidence. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, au niveau des citoyens, c'est quand même difficile, effectivement, de parler de refus. Et je trouve que c'est le bon mot, c'est méconnaissance, indifférence, effectivement, contrairement à la situation du Brexit que vous avez très bien montré, où vraiment, même aujourd'hui, on referait le référendum, et même en vivant tout ce qu'ils vivent, et même en sachant tout ce qu'ils ont perdu, y aurait-il tant de Britanniques que ça qui changeraient leur vote? C'est loin d'être sûr, parce qu'effectivement, il y avait un profond, culturellement, refus de cette Union européenne, notamment parce que depuis le début, il y a eu un refus d'essayer. Donc, quand on refuse d'essayer, à la fin, on n'est jamais vraiment convaincu, évidemment. Et moi, ce que je remarque, par exemple, dans l'élection présidentielle française aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de partis réellement, il y a très peu de partis qui réellement déclarent qu'ils quitteraient l'Union européenne. Il y a beaucoup plus de partis aujourd'hui, et c'est le cas un peu partout dans l'Union européenne, de partis qui voudraient effectivement choisir ce qu'ils prennent et ce qu'ils ne prennent pas. Il y a beaucoup plus de partis qui surtout désinforment sur l'Union européenne et qui du coup la présentent d'une manière ou d'une autre, mais des partis qui annoncent que vraiment ils souhaiteraient quitter l'Union européenne, il n'y en a pas tant que ça, parce que je crois aussi que dans la vie d'un citoyen aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour ça que des fois on demande un engagement, que finalement pourquoi il y aurait, parce que
pour beaucoup, pour une partie de la jeunesse, par exemple, l'Union européenne est un fait accompli. Elle est là, elle existe. Est-ce qu'ils la comprennent pas, est-ce qu'ils la connaissent ou qu'ils la connaissent pas, peut-être pas, mais elle est là. Et du coup, effectivement, s'installe une forme d'indifférence qui, malheureusement, aussi est une forme d'indifférence qu'on trouve par rapport à d'autres sujets démocratiques. Effectivement, il y a des propositions institutionnelles longtemps, mais surtout parce qu'aux dernières élections de 2019, il y a quand même eu une prise de conscience, tout parti confondu, en gros tout parti confondu, et dans beaucoup d'États membres, que finalement ça pouvait intéresser les jeunes, l'Union européenne, notamment les jeunes, puisqu'il y a eu le sentiment qu'il y avait, les sondages ont montré qu'il y avait un petit mobilisation de la jeunesse, et puis la question environnementale qui avait été beaucoup présente dans les semaines et mois qui venaient. Donc, il y avait déjà eu un peu un débat sur faire quelque chose, et puis vraiment au moment du début de ce mandat et du Parlement et de la Commission, il y a vraiment eu cette idée de faire une conférence sur le futur de l'Europe, avec effectivement en plus, notamment poussé par le Parlement, une exigence d'implication des citoyens. On pourra revenir sur le fait que est-ce que cette implication elle est bien faite ou pas, mais au moins une tentative à l'image de ce qui a pu se passer en France avec la Convention citoyenne sur le climat, à l'image des référendums, des manières de travailler avec les citoyens que l'Irlande peut connaître, notamment sur le référendum sur l'avortement, etc., à l'image de ce qui peut se faire aussi en Allemagne, dans les régions. Il y avait cette idée d'impliquer les citoyens. Il y a aussi toujours cet outil qui intéresse beaucoup les parlementaires européens et qui en font souvent un fer de lance de leurs propositions, et qui aujourd'hui arriverait même à convaincre des gens jusqu'au parti, ici le parti conservateur, le grand parti de droite, qui est les listes transnationales, avec cette idée qu'il y ait des candidats qui soient les mêmes un peu partout dans l'Union européenne au moment des élections, et pas simplement pays par pays d'avoir notre liste, qui est donc une part des députés européens qui soit la même liste pour tous les partis dans toute l'Union européenne, ce qu'on appelle donc les listes transnationales. Et puis, en dehors des élections, il y a effectivement une tentative de faire vivre de plus en plus. Voilà. Je voudrais juste aussi rajouter que pour des pays, moi, les pays avec lesquels je travaille, qui sont beaucoup des pays qui sont aujourd'hui en difficulté sur les questions de liberté, de droit, de démocratie, avec deux pays phares qui sont la Pologne et la Hongrie, où les choses se sont détériorées de manière systémique, qui fait qu'aujourd'hui, on peut même craindre qu'on ait dépassé le niveau de la capacité de dialogue et de retour en arrière, mais des pays aussi autour qui connaissent d'autres difficultés. Dans ces États-là, la demande d'Europe, elle est forte, et on en revient un petit peu à ce sentiment d'urgence et de ce que vous disiez sur est-ce que ça représente aujourd'hui la paix. Je crois que dans ces États-là, ça représente en tous les cas une sorte de paix, une sorte de paix, de démocratie, de liberté. Il y a une forte demande. On a tendance à les stigmatiser comme des pays ne voulant pas être dans l'Union européenne, et c'est parfois le contraire. Je donne souvent cet exemple, que la Pologne, c'est un État où il y a des manifestations pour rester dans l'Union européenne, comme je ne suis pas sûre qu'on en trouvera en France, même si demain, on avait un gouvernement qui s'éloignait un peu. C'est aussi des États où, quand on fait des sondages, c'est assez impressionnant de voir les réponses. Et je cite souvent cet exemple-là aussi. Il y a un exemple pour moi très fort, c'est que quand il demandait aux citoyens hongrois, est-ce qu'ils accepteraient de recevoir moins de fonds européens parce que leur gouvernement n'est pas en accord avec les valeurs et l'état de droit et la démocratie telle que l'Union européenne la conçoive, ils disent oui. Je trouve que c'est très très fort qu'une population comprenne qu'elle va être punie parce qu'elle n'aura pas les moyens. Alors on peut se dire, bon, avec la corruption, de toute manière, elle ne reçoit pas non plus complètement les fonds, mais elle en reçoit quand même une petite partie. Se disent, on ne sera pas bénéficiaire de fonds, mais on est prêt à défendre ces valeurs-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans ces États-là qui montrent qu'il y a une forte demande. Et les activistes et les ONG avec qui moi je travaille tout le temps sont assez impressionnants dans leur compréhension de ce monde. Et puis, en ce qui me concerne la France, moi, il me semble qu'on a un souci qui est vraiment un souci d'une forme de mauvaise information et parfois même de désinformation. Il y a quelque chose qui est dont personne n'est la faute, c'est que longtemps, l'Union européenne n'a été vue que comme un espace effectivement économique, monétaire, de régulation budgétaire. Puis on parlait que de ça de toute manière, donc on ne voyait pas trop les autres aspects. Il y a une incompréhension de tout ce en quoi on est concerné aujourd'hui dans notre vie quotidienne, des transpositions de tout ce qui fait l'Union européenne. Je pense que, par exemple, dans le milieu environnemental, il y a une assez claire vision de à quel point ce sont des directives européennes qui s'appliquent sur beaucoup de choses. Parfois même, c'est en disant c'est la faute des directives européennes, donc voilà. Mais sur plein d'autres sujets,
Moi-même, et je pensais beaucoup m'y connaître, je venais du Parti vert européen, j'avais déjà beaucoup travaillé sur ces questions avant d'être élue, je n'avais pas réalisé sur des questions de justice, par exemple, le niveau de coopération qu'il y a aujourd'hui entre nos justices. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'implication voilà, de ça. Et puis, je vais prendre un exemple récent qui m'a beaucoup marqué. Et là, vraiment, il y a une faute et des médias et des autres personnes qui peuvent apporter l'information. Je vais prendre l'exemple de la présidence du Parlement européen, où une candidate s'est présentée, et elle a été la seule candidate des 4 partis majoritaires ici, des 3 partis majoritaires ici, je veux dire la droite, les socialistes et les centristes. C'est une candidate maltaise, elle avait été choisie par le Parti conservateur et les 2 autres partis s'y sont alliés. Cette femme, elle a très rapidement été pointée du doigt comme étant anti-avortement, ce qui est vrai. Ici, elle n'a jamais voté tout ce qui concerne l'avortement. Mais je n'ai vu écrit nulle part, dans aucun journal, jamais, qu'en fait, elle est tenue de ne pas être anti-avortement. Et moi, j'ai aucune raison de protéger cette dame. Elle est très, très loin de moi sur des tas de sujets, dans toutes les idées. Mais si on ne dit pas que quand Malte est rentrée dans l'Union européenne, ils ont signé un protocole qui oblige leurs députés européens, mais aussi tous leurs officiels et leurs autorités, et que c'est le cas de tous, quel que soit le parti, que tous ces gens-là signent ce protocole qui dit que nous n'interviendrons pas sur la question de l'avortement, puisque Malte est une société extrêmement patriarcale, très conservatrice, on manque un élément fondamental. Et la question n'est pas la personne elle-même, c'est que du coup, on en arrive à la conclusion, le Parlement européen aujourd'hui est prêt à voter une chef de Parlement anti-avortement. D'abord, ça pose beaucoup de questions sur ça aurait été un homme, on ne lui aurait jamais posé ces questions-là, il aurait posé des questions économiques, etc., parce que ce qui est très triste, c'est qu'un président conservateur, c'est aussi des formes de régulation économique qui peut-être aujourd'hui mettent en danger l'Union européenne, mais surtout, c'est que si on n'explique pas tout ça, et ce débat, il n'a eu lieu qu'en France, il n'a pas eu lieu dans aucun autre État membre, voilà, parce que soit ça ne m'intéressait pas, c'était pas beaucoup mieux, mais soit surtout les choses étaient expliquées avec toutes les valeurs. Et encore une fois, moi, je n'ai pas voté pour cette candidate au premier tour, je n'avais pas de raison de le faire, etc. Mais je suis quand même stupéfaite qu'à un moment donné, on en arrive à cette réduction de la pensée qui fait que du coup, les gens doivent se dire oh, ce Parlement européen, il est horrible. Alors qu'aujourd'hui, les résolutions qui sortent du Parlement européen et que cette femme a dit plusieurs fois qu'elle tiendrait et soutiendrait partout et qui sera sa ligne de conduite et qu'elle a même déjà, avant même d'être présidente du Parlement, été présentée par exemple en Pologne et qu'elle a défendu auprès des Polonais, c'est une ligne extrêmement pro-avortement dans une Union européenne où il y a encore plein d'États qui sont très compliqués sur la question. Et nous défendons, nous sortons de ce Parlement régulièrement des choses extrêmement précises, extrêmement travaillées, etc., qui bénéficient d'une désinformation. Le nombre de fois où je lis des choses qui ne sont pas du tout ce que nous avons fait dans ce Parlement. Là, nous avons un vrai problème européen. Je crois qu'aussi, régulièrement, j'ai pu voir des politiques européens changer vraiment, vraiment de bord le jour où ça ne les arrange plus. Il y a une instrumentalisation de l'Europe en France qu'on ne trouve pas si fréquemment ailleurs. Et là-dessus, la France, je crois, a une vraie question à se poser parce qu'effectivement, moi, je ressens, et j'avais vu récemment des chiffres qui montrent qu'effectivement, il y a quand même un scepticisme qui se présente en France et qui, je pense, voilà. Alors, il n'y a pas d'arène commune, c'est vrai, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Les grands récits, et je finirai là-dessus, moi, je pense qu'un des grands récits, mais dont je ne sais pas s'il sera possible, c'est le grand récit d'une Union européenne des droits, des libertés et de la démocratie. Et c'est ce qui peut rester quand même aujourd'hui une base commune. Et pourquoi je dis je ne sais pas s'il peut exister, parce que après les élections d'avril en Hongrie, si Viktor Orban se maintient au pouvoir, je suis très inquiète puisque nous installerons une situation où un État membre sera devenu une dictature. Il n'y a plus d'autres mots. On a utilisé beaucoup d'alternatives de mots pendant des semaines, des mois, des années, mais maintenant on n'a plus d'autres mots. Il faut dire les choses comme elles sont. On aura un régime autoritaire au sein de l'Union européenne dont on va s'accommoder finalement et avec lequel on va continuer à vivre. Et du coup, c'est quand même compliqué de continuer à ce récit d'une Union européenne des droits, des libertés, de la démocratie. Mais ça reste aujourd'hui, à mon avis, on le voit là avec les grands textes sur la régulation numérique, etc., les libertés numériques et plein d'autres sujets. On voit qu'aujourd'hui, c'est quand même une des choses intéressantes de l'Union européenne, c'est qu'elle reste l'espace où on essaye le plus possible de défendre les droits et les libertés et où le Parlement, le Conseil et la Commission le portent fortement.